Parfait. Merci beaucoup et merci pour l'exposé qui non seulement a tenu les délais, mais en plus vous a tous activés. On m'a dit c'est pas facile de passer quand c'est l'heure de midi. Ben, ça va, vous êtes tous prêts à écouter l'intervention que je vais faire en restant aussi dans les délais. Donc je ne suis pas ici comme commissaire d'arrondissement tout à fait, je suis ici plutôt pour vous parler un petit peu de la période de rétablissement, puisque pendant quelques mois, j'ai quitté ma fonction de commissaire d'arrondissement pour m'occuper au sein du commissariat spécial à la reconstruction et puis au niveau fédéral de ce qu'on a appelé la cellule d'appui fédéral. Et donc c'est toutes des choses qui évidemment sont un peu floues parfois, puisqu'on les a inventées au fur et à mesure des problèmes de gestion de crise, ou en tout cas des besoins qu'il y avait. Donc, une petite phrase pour commencer. On dit souvent, je vais le dire là-dessus, après un morceau de Mozart, le silence qui suit, c'est encore du Mozart. Eh bien, après une crise, le chaos qui suit, c'est encore de la crise. Et c'est encore de la crise pendant un temps relativement long. Un temps qu'on n'avait pas toujours estimé aussi long. Et pour passer de la crise au rétablissement, on a une période, avant la reconstruction, on a une période un petit peu de flou. Quand est-ce que ça s'arrête, la gestion de crise? Quand est-ce qu'on arrive à cette période de reconstruction? Et comment organiser le rétablissement? Alors, la gestion de crise, on en a parlé jusqu'ici, on a une loi, on a un arrêté royal qui l'organise. La reconstruction, on va mobiliser les compétences plus habituelles et donc on est vraiment du côté de la région, alors que du côté de la gestion de crise, on est du côté fédéral. Et entre les deux, il y a le rétablissement qui doit être géré. Ça, c'est pour le côté région fédérale. Par contre, pour le côté bourgmestre, c'est toujours vous en fait. La gestion de crise, le rétablissement, la reconstruction, c'est toujours vous. Et donc, c'est des interlocuteurs différents. Alors ici, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous exposer un petit peu mon expérience de coordinatrice de la cellule d'appui fédéral pour vous expliquer les premières leçons qu'on a pu tirer, à la fois au niveau de ce qui peut être fait au niveau région et au niveau fédéral, et à la fois de ce qui pourrait être fait au niveau des communes. Donc le gouverneur avait fait un petit teaser pour moi tout à l'heure. Il avait déjà parlé de ce fameux article 40 qui est prévu dans l'arrêté royal de 2019 et qui indique, sur un seul article, par rapport à évidemment tout l'arrêté, qu'il y a une période de rétablissement qui peut être décidée et que cette période de rétablissement, elle demande que l'autorité compétente qui a pris en charge la coordination stratégique, donc ça veut bien dire, si on a une gestion de crise communale, le bourgmestre, si on a une gestion de crise au niveau provincial, le gouverneur, et si on a une gestion de crise au niveau fédéral, le ministre, cette autorité, elle doit s'assurer de mettre en place une cohérence au niveau de la stratégie globale de rétablissement. Et cette question de la cohérence, c'est une question importante puisqu'on va avoir des acteurs beaucoup plus diversifiés et des besoins beaucoup plus diversifiés que ce qu'on peut avoir en gestion de crise. Quels sont les buts poursuivis de cette stratégie de rétablissement? La protection de la population contre les dangers subsistants, l'appui aux impliqués, la réhabilitation progressive des territoires affectés, la restauration des activités économiques et du tissu social et le suivi des enquêtes et procédures judiciaires. Donc, comme je l'ai dit, on est sur quelque chose de relativement large et l'autorité compétente, elle doit non seulement voir la cohérence de cette stratégie, mais elle doit aussi assurer le transfert vers d'autres niveaux de pouvoir qui n'ont pas géré la crise. Et c'est là, évidemment, tout l'enjeu de cette période de rétablissement. Alors, dans la crise qui nous occupe ici, celle des inondations, on a eu au lendemain des inondations une situation qui était relativement chaotique, c'est-à-dire une difficulté à voir quels étaient l'ensemble des besoins sur l'ensemble du territoire. Je rappelle qu'on avait quand même 209 communes touchées à des degrés divers. Et donc, si aujourd'hui, on commence à pouvoir faire un bilan, au début, je trouve que cette image représente bien ce qu'il y avait. On savait qu'il y avait des kilomètres de routes, des kilomètres de berges, des voiries qui étaient vraiment abîmées. On avait sans doute à peu près 100 000 sinistrés à des niveaux divers qui allaient avoir besoin de relogement, mais pas tous. Certains voulaient partir, d'autres voulaient rester. On avait des déchets, des tonnes et des tonnes de déchets, et on avait des tas de bâtiments qui étaient impactés. Mais quand je dis tout ça, en fait, on avait une vision au départ très difficile à avoir, et c'est surtout les bourgmestres qui pouvaient avoir une vision plus proche du territoire, qui pouvaient nous donner les différents éléments par rapport à ça. Au niveau plus légal et de la manière dont ça s'est organisé, on avait une gestion de crise fédérale qui a été levée, comme le commandant l'a dit, le 26 juillet, la mise en place d'un commissariat spécial à la reconstruction au niveau régional, mais une gestion de crise provinciale qui continuait au niveau de la province de Liège uniquement
jusqu'au mois de septembre. Et on l'a dit tout à l'heure, les différentes phases et les différentes gestions de crise parfois doivent s'articuler. On avait une enquête judiciaire qui a commencé, une commission d'enquête aussi, et ça a un impact aussi sur la manière dont on peut envisager la situation dans chaque commune. Les communes et les CPAS ont travaillé sans arrêt, sans se poser la question, eux, de savoir si c'était toujours leur compétence ou pas, et si on passait dans une phase de rétablissement. Mais ils changeaient quelque part d'interlocuteur, et on avait, et je dois le dire aussi, énormément de bénévoles et d'associations sur le terrain qui étaient en demande d'interlocuteurs, qui disaient à qui est-ce qu'on doit s'adresser, à part les bourgmestres et les communes, à un niveau plus large, à qui est-ce qu'on doit s'adresser, et qui disaient aussi rien n'est coordonné, rien n'est organisé, où est l'État par rapport à toute cette gestion de crise. Au niveau de la région est mis en place un commissariat spécial à la reconstruction, et au niveau du fédéral, on se dit on a encore des tas de moyens, et on a parlé de la défense, il y avait la défense, mais il y avait aussi la protection civile qui pouvait intervenir, on a encore des tas de moyens qui peuvent intervenir. Comment les coordonner à un niveau plus large que simplement le niveau communal ou le niveau provincial. Et donc la ministre a décidé de mettre en place ce qu'on a appelé la cellule d'appui fédérale, on a donné ce nom-là par la suite, qui est une cellule d'appui à la fois pour la région et à la fois pour les communes et pour toutes les personnes qui pouvaient en avoir besoin. Cette cellule, elle n'existe pas au départ, il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'éléments qui instituent cette cellule, et donc ce que je vais vous expliquer, c'est aussi un petit peu ce qu'on peut dire aujourd'hui. Au moment où on la met en place, on sait juste qu'il y a une cellule et on ne sait même pas encore très bien au départ qui va arriver à la première réunion. Donc cette cellule, elle est composée comme une cellule classique de coordination de crise avec les différentes disciplines, une coordination, la Croix-Rouge qui est directement présente, et on sait qu'elle va avoir un rôle relativement important aussi, une aide administrative, et la secrétaire de la CAF est ici, et je la remercie publiquement, parce que cette aide administrative a été particulièrement importante, sur base d'un bénévolat, donc un appel qui a été fait dans les communes, et puis des représentants du commissariat spécial, puisque moi-même, au départ, je suis engagée au commissariat spécial. Donc je suis engagée par la région pour aller après m'occuper du fédéral, mais c'est déjà ma vie de commissaire d'arrondissement, donc ça ne changeait pas grand-chose à ce niveau-là. Et donc au départ, on va fonctionner à partir du 5 août. On va fonctionner d'abord tous les jours, et puis petit à petit, on va avoir un peu plus d'espace, on va travailler un peu moins tous les jours du matin au soir, on va travailler encore régulièrement, mais on ne se verra plus en tout cas tous les jours. Une première période d'activité, et c'est important de le dire aussi, on commence le 5 août, on ne sait pas pour combien de temps. On nous dit à partir du 15 août, ce sera sans doute jusqu'à mi-septembre. Mi-septembre, on va avoir une première prolongation, et puis au mois de novembre, on va avoir une deuxième prolongation avec d'autres missions et un autre fonctionnement. Un petit schéma pour comprendre où on se situe et comprendre la complexité en fait de tous ces acteurs. La CAF, elle se situe d'abord au sein du commissariat spécial, c'est là qu'on a le contact avec les communes, mais aussi avec une série d'autres acteurs. Et puis par la suite, la CAF numéro 2, donc à partir de novembre, elle va se situer au sein du SPF, et on va changer, mais on aura alors le commissariat spécial et la région qui seront intégrés dedans. Alors ceci pour vous montrer quoi? Pour vous montrer les difficultés qu'on peut avoir à un moment à articuler en fait la région et le fédéral pour des missions qui sont entre les deux, et donc la difficulté de savoir où on positionne une cellule avec tout l'appui fédéral. Nos objectifs, on les fixe au fur et à mesure, mais on peut dire aujourd'hui que notre premier objectif, c'était limiter les risques et l'effet domino. Donc quand on a des berges qui sont abîmées, c'est important de pouvoir limiter les risques et donc de pouvoir les réparer au plus vite. C'est une des grosses missions qu'on a confiées à la défense. Éviter le sentiment d'abandon. On a beaucoup travaillé pour qu'on ait des personnes présentes et visiblement présentes sur les territoires parce qu'on savait qu'il y avait ce besoin-là. Et le commandant parlait des cuisines. Les cuisines de la Défense ont été très appréciées parce que la Défense a fait une grosse partie de la coordination de l'aide alimentaire. Aussi parce qu'on voyait des militaires distribués, et plusieurs personnes nous ont dit à plusieurs reprises qu'ils ne partent pas encore. Et donc à un moment, on a eu des discussions par rapport à ça. Ben oui. Et puis, le troisième objectif, retourner vers les structures habituelles. Notre objectif tout le temps a été de dire qu'il faut qu'on essaye d'arriver à ce que les services compétents habituels puissent reprendre en fait leur travail. Il faut les laisser prendre en charge les choses, mais se structurer pour prendre en charge. Donc d'un côté, limiter les effets négatifs, et de l'autre, favoriser la résilience et permettre la reconstruction.
On s'est structuré en grands chantiers, petit à petit, sur base des besoins qui remontaient des communes, qui étaient exprimés évidemment de manière large en disant on a besoin de ci, on a besoin de ça, on a tel et tel élément qui pose problème. Très vite, on voit qu'il y a des besoins psychosociaux, très vite, on voit qu'il y a des besoins d'aide alimentaire, des besoins en termes de besoins primaires simplement d'hygiène. On a évidemment des gros problèmes de déchets, on a des zones à sécuriser et on a toute la gestion des cours d'eau. Et donc on va structurer ça en donnant à ce qui était au départ les disciplines ou les services intervenants le lead dans une matière. Donc par exemple, la défense a pris le lead complet sur la coordination alimentaire. Ce n'est pas son job au départ, mais on lui a confié cet élément-là. Structuration en grand chantier pendant les premiers mois. Et puis pour la CAF 2, en mi-novembre, on se dit l'urgence, la partie plus urgente, en tout cas, on est presque arrivé au bout. On va peut-être arrêter la CAF et on a encore des demandes. En fait, on nous dit ce serait bien que vous restiez au moins en appui pour certains services, qu'on puisse vous appeler s'il y a des urgences, qu'on puisse faire un plan hiver pour préparer l'hiver s'il y avait des crues éventuelles et qu'on puisse amorcer une réflexion. Et donc ça, c'est la CAF 2, de novembre à février, on a travaillé sur ces éléments-là. Pendant ce temps-là, dans les communes, il y a évidemment tout un travail de gestion de la solidarité, de gérer toutes les sollicitations, le relogement individuel, et les CPS ont été de plus en plus impliqués aussi dans les communes par rapport à une gestion de crise, et tous les services communaux, en fait, ont été impliqués dans les communes. Certaines communes ont fait des cellules spécifiques, d'autres communes ont continué à travailler avec leur cellule de crise, la cellule qui avait géré les inondations. Des liens pour les communes avec les différents niveaux de pouvoir et une coordination qui s'est mise en place petit à petit avec les communes les plus impactées surtout et puis avec les autres communes par la suite. Ça, c'est l'expérience que je peux vous raconter, qui est une expérience parfois un peu plus loin des communes ou de ce que les communes ont pu voir, en tout cas pour les communes qui n'étaient pas les plus impactées. Quelle réflexion est-ce que ça amène finalement sur la suite et sur ce qu'on doit tous préparer ? La post-crise est-elle de la crise? Si on prend la définition situation d'urgence qu'on a dans l'arrêté, c'est clair que ce n'est pas une crise au sens situation d'urgence parce qu'on n'a pas l'urgence vitale de sauver les personnes. À partir d'un moment, on peut dire qu'on n'est plus dans cette urgence-là. Et d'ailleurs, les pompiers qui étaient présents deviennent de moins en moins utiles ou importants et on va de plus en plus utiliser les ressources de la D4, donc les militaires, la protection civile, la Croix-Rouge. Les acteurs intervenants sont de plus en plus diversifiés et ça aussi, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'une crise. Et puis, on doit se poser aussi la question des exceptions. Le ministre a parlé tout à l'heure des réquisitions. Clairement, la réquisition, elle est acceptable quand on est dans une situation d'exception. Mais jusqu'où est-ce qu'elle est acceptable, cette réquisition? De la même manière, jusqu'où est-ce que c'est acceptable d'interdire certains lieux, etc. Donc d'intenter au droit individuel habituel, à un moment, on doit revenir sur les procédures classiques, notamment aussi les procédures de marché public. Et donc on sent que la période de rétablissement, elle quitte un moment la situation d'urgence. Mais comme une situation d'urgence, on a un timing court, on se rend vite compte qu'il faut se dépêcher si on veut arriver à éviter l'effet domino. On a besoin de compétences de coordination énormes. On a des objectifs qui sont relativement similaires à ceux de la gestion de crise, limiter les effets négatifs d'une crise. Et on a besoin d'un management adapté, qui est un management de crise et pas un management public habituel qui est plus horizontal. On a besoin à un moment d'avoir davantage d'ordre et de responsabilités établies et peut-être moins de discussions plus longues. Donc on se rend compte qu'il y a besoin de retrouver une certaine gestion de crise dans le management qu'on va avoir des équipes. Alors, ce qu'on peut proposer, ce qu'on a proposé à l'issue de cette expérience, c'est de dire qu'il fallait réfléchir à tous les niveaux, donc c'est au niveau fédéral, régional, mais aussi au niveau communal, à avoir anticipé cette post-crise. Alors, pas spécialement pour une crise aussi large que celle des inondations. Si on pense à ce qui s'est passé, par exemple, au niveau de la ville de Liège, quand il y a eu l'effondrement de l'immeuble, on a eu aussi une post-crise de plusieurs mois, avec du relogement à faire, avec des acteurs diversifiés, et donc anticiper quelles sont les cellules, quels sont les acteurs qui vont gérer cette post-crise,
C'est quelque chose qui nous semblait important. Mettre en place des structures pour permettre aussi de décharger ceux qui ont géré la crise. On a vu énormément d'acteurs qui ont géré la crise, qui ont été extrêmement fatigués. Et ça, je pense que Valérie pourra le dire. On avait des acteurs très, très fatigués. Il faut à un moment pouvoir leur dire, vous avez géré, maintenant d'autres acteurs vont pouvoir reprendre. Et donc réfléchir aussi à cet aspect-là. Et mettre en place des outils. Si on a déjà mis en place des outils, par exemple, de marché public, on peut aller plus vite pour avancer sur cette période de rétablissement. Donc notre proposition, c'est de partir toujours des besoins. La première chose, je vous l'ai dit, on est face à un chaos. Il faut établir les besoins. Il faut réfléchir quels sont les besoins maintenant sur le territoire. Et les besoins, c'est plus juste sauver les personnes, il y a quelque chose de plus large. Et donc, la première mission qui paraît évidente avec le recul, mais qui, au moment où on est juste après la crise, est compliquée, c'est partir des besoins et les établir, donner les responsabilités de chacun, au niveau régional, au niveau fédéral, mais aussi dans la commune. Le rôle, par exemple, des échevins est important aussi dans cette question de la post-crise. Avoir des procédures de coordination qui peuvent être différentes, mais qui peuvent permettre en tout cas de prendre des décisions par rapport aux crises. Disposer d'outils simples de partage de l'information. Quand on a des outils trop compliqués, à un moment, on perd beaucoup de temps en fait, avec ces outils-là. Et anticiper et se donner des perspectives temporelles. Dès le départ, il faut pouvoir se dire, on est en juillet, on sait déjà qu'il y aura des crues, comme chaque année, pendant les vacances de Noël en très très gros, et donc on peut déjà penser à ces éléments-là. Structurer une organisation qu'on a appelée par cluster, qui est une organisation qu'on pourrait imaginer en disant, on a finalement des tas de domaines dans lesquels il faut des personnes compétentes. On peut déjà avoir imaginé ces personnes compétentes pour la question de la mobilité, celle du logement, celle des besoins primaires. Mélanger les acteurs, ne pas prendre que des acteurs publics. La Croix-Rouge a un rôle important, par exemple, à jouer dans une série de clusters, elle ne pourra pas jouer dans tous, et donc avoir établi à l'avance qui va prendre le lead de certains clusters, c'est une de nos propositions, fonctionner comme ça et plus fonctionner par discipline. Parce que si je reviens sur l'expérience pour nous de la CAF, on avait les disciplines autour de la table. Les disciplines, pour ceux qui s'y connaissent bien en gestion de crise, ce sont des missions. Et la discipline 1, c'est la mission de sauver les personnes. La discipline 2, c'est la mission, c'est les secours médicaux. Discipline 3, police des lieux. Ce n'est pas ça dont on a besoin, c'est plutôt tous les éléments qu'on a mis ici dans les clusters. Et donc on propose une coordination avec une équipe qui serait chargée de faire l'état des besoins. Et ça, c'est vrai que dès le départ, on a eu du mal à voir combien d'habitants étaient concernés, quels étaient leurs besoins. Et donc une équipe directement chargée de ça, une équipe chargée du suivi de toutes les décisions qui sont prises à tous les niveaux, et une équipe chargée de l'anticipation, et puis des clusters confiés à tout le monde. C'est une jolie proposition, c'est évidemment pas facile à mettre en place, mais ça permettrait de structurer cette idée de post-crise au-delà de l'article 40. Et donc j'ai commencé avec un élément plus musical en disant finalement, après la crise, c'est toujours le chaos comme après un morceau de Mozart, le silence c'est toujours du Mozart. Ici, ce qu'on propose en fait, c'est finalement une organisation qui permettrait à chacun de pouvoir jouer ensemble le même morceau, improviser mais ensemble. Et je reprends cette idée à Didier Sergelot, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui disait toujours finalement, quand on gère une crise, on a chacun travaillé nos gammes et c'est comme un orchestre de jazz, on va pouvoir improviser ensemble. La post-crise, c'est pareil. On peut improviser ensemble si chacun sait quel instrument il joue, qui est responsable de quoi et comment on peut faire pour que tout soit le plus harmonieux possible. Voilà, merci.